Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Le 21 mai 2011, il y a 4 ans, Monsieur Alassane Ouattara était investi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro comme président de la République. Son chantier, la reconstruction et la construction d'une Côte d'Ivoire forte et dynamique. 4 ans après, qu'en est-il évidemment des promesses du mentor du RDR et désormais président de la République? Nous en parlerons dans cette émission avec 2 invités. Le premier face-à-face d'ailleurs, autant vous le dire, de cette émission, le Grand Talk, Madame Monique Bekia, qui est le délégué général du Leader. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Et bienvenue dans le Grand Talk. Et puis porte-parole adjoint du RDR, Monsieur Touré Mamadou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes aussi conseiller du chef de l'État ivoirien pour les questions de jeunesse et de sport, si je ne m'abuse. Nous allons tout de suite mettre les pieds dans le plat et parler justement de ce bilan de M. Ouattara. Mais avant, pourquoi le Leader a initié depuis près de 3 ans maintenant des séminaires, bilan, analyse de l'action gouvernementale de Ouattara? Rappelons à toutes fins utiles pour nos téléspectateurs qu'en 2012 a eu lieu le premier séminaire, la solution, c'était le thème, 1 an après, promesses, désillusions et perspectives. En 2013, la solution, 2 ans après, hyper-pouvoir, mensonge institutionnel et une nation au bord de l'éclatement. En 2014, le thème était peu plus réluisant quand même. En 4 de la gouvernance de Ouattara, Leader comme alternative. Alors, à quoi répondent justement ces différents séminaires d'analyse du bilan de l'action gouvernementale? Merci, messieurs. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour dire merci à votre structure, parce que c'est la première fois que nous sommes invités à une émission, puisque nous n'avons pas l'occasion de le faire chez nous. Merci. Les médias publics vous sont encore fermés. La radio-télévision ivoirienne, vous voulez dire par là, ne vous donne pas l'occasion d'exprimer le point de vue du Leader? Absolument. C'est des médias qui sont caporalisés. Ça, je le dis tout net. Et devant les Ivoiriens et devant les Africains. Allez, on parlera justement dans quelques instants de l'audiovisuel sous Ouattara. Mais avant, réponse à notre question. Oui. Pourquoi faire chaque année un bilan de l'action de Ouattara? Bien. Nous sommes un parti politique de l'opposition. Et le rôle d'un parti politique de l'opposition, c'est d'analyser l'action du gouvernement. Et c'est pour ça que nous organisons chaque année, à la date qu'il a choisie pour prêter serment, c'était le 6 mai. Donc nous choisissons chaque 6 mai pour faire le bilan de son action, une fois chaque année. Pour montrer aux Ivoiriens ce qu'il avait promis, ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il reste à faire. Mais ce qu'il aurait pu faire. Oui. En attendant de donner la parole à M. Mamadou Touré, alors ce qui est intéressant, c'est surtout la progression de la thématique qui a l'air un tout petit peu pleine de désespoir. En 2012, la solution 1 an après, promesse, désillusion et perspective. 2 ans en 2013, la solution 2 ans après, hyper-pouvoir, mensonge institutionnel et une nation au bord de l'éclatement. Et puis en 2014, on a l'impression que Ouattara a certainement réussi son tour de magie. Votre thème de séminaire semble un tout petit peu très idyllique. En 4 de gouvernance de Ouattara, Leader comme alternative. Alors, oui. Est-ce qu'on a vraiment évolué d'une nation au bord de l'éclatement au Leader comme alternative? La réponse est toute simple. Nous nous sommes dit, ça suffit la publicité à M. Ouattara. Cette fois-ci, il faut faire la promotion de notre parti, tout simplement. Puisqu'on est, disons, à quelques mois des élections, il fallait qu'on s'occupe de nous. Voilà, c'est juste ça qui explique la thématique. En tout cas, un séminaire bilan qui permet de faire de la publicité, elle l'a dit à M. Ouattara sans qu'il finance la publicité. Alors déjà, sur les 3 thématiques des 3 séminaires, qu'est-ce que cela vous inspire, M. Touré? D'abord, je voudrais saluer Madame pour sa présence ici. Vous saluez vous-même pour l'invitation qui nous a été faite pour ce débat.
Je note simplement que leader est dans son rôle, c'est un parti d'opposition et il est tout à fait indiqué que leader qui se positionne en force alternative au régime actuel, organise des séminaires, critique ce qui à ses yeux ne va pas au sein de son régime et puis propose des solutions alternatives si éventuellement ce parti ambitionne comme tous les autres partis d'accéder un jour à la magistrature suprême. Donc je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur la forme. Mais sur le fond, parce que j'ai eu aussi à prendre connaissance du contenu de ces différents séminaires, j'ai noté, excusez-moi madame, beaucoup de littérature, très peu d'analyses pertinentes, on en reviendra tout à l'heure point par point, et puis dit simplement que le président Ouattara n'a pas besoin de publicité puisque ses actions parlent pour lui. Il a produit des résultats depuis 4 ans et il n'y a pas que le régime qui lui dit. Toutes les institutions financières internationales, toutes les organisations internationales, tous les acteurs indépendants lui disent que la Côte d'Ivoire fait beaucoup de progrès au niveau social, au niveau économique, au niveau de la paix et de la sécurité. Et nous, j'espère, dans le débat, nous aurons l'occasion de montrer point par point les différentes avancées avec des éléments précis qui permettent donc d'apprécier toutes ces avancées. Le débat est donc ouvert et nous allons tout de suite parler d'un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment l'accès aux médias de l'opposition, puisqu'on se rend compte que les présidents changent, mais les techniques, elles, n'ont pas changé. Ah bon. Et sous Ouattara, le leader a l'impression que l'opposition n'est pas représentée à la télévision nationale, ne semble pas faire la part belle à l'opposition, ou même ne serait-ce qu'une part, aussi mauvaise soit-elle, à l'opposition. En tout cas, il y a quelques semaines, j'étais à ODD, je regardais la télévision au journal des 20h, et j'ai cru voir le président du leader animer une conférence avec d'autres leaders politiques ivoiriens. Et cette conférence coalition nationale pour a été bien relayée par notre télévision nationale, puisque le président du leader était même porte-parole de circonstances de cette coalition. Mais moi, j'ai un autre problème. Le débat ne se pose pas en termes d'accès ou pas de l'opposition. D'ailleurs, l'opposition n'est pas homogène. Le leader n'est pas l'opposition. Il y a d'autres partis d'opposition. Donc, on peut regarder... Mais le constat est le même. Sur l'ensemble des partis qui se disent de l'opposition, si nous partons du principe, sont représentés. Oui, mais si nous partons du principe que dans un État démocratique, l'opposition, donc qui a droit à la différence, doit accéder aux médias d'État, nous sommes d'accord. J'ai eu, c'est pas pour charité madame, j'ai eu par moment à titiller certains médias sur la surmédiatisation du président du leader, un parti qui a eu 2,45% aux législatives à Koumassi, que pèse réellement le leader pour revendiquer la place, parce que la démocratie ne peut pas aller sans légitimité. Quelle est la légitimité des leaders aujourd'hui et de son leader? Évidemment, pour vous peut-être que la représentativité à la télé nationale du leader pourrait être à la mesure du chiffre, du score fait par M. Mamadou Coulibaly lors des dernières élections, c'est ça? Non, je vais dire... Quand vous dites 2,45, ça ne veut pas non plus dire... C'est exact. Oui. Je vais dire que vous avez une pluralité d'opinions dans notre pays. Et ce qui est important, et je suis d'accord, c'est que toutes les opinions puissent s'exprimer. Mais en même temps, comment on organise donc la participation de ces opinions-là aux différents médias d'État? Cela peut se faire à partir de la légitimité. Le leader n'a pas, par exemple, la même légitimité que le Front populaire ivoirien. Ou qui lui-même n'a pas forcément la même légitimité que d'autres patrons. Alors, on va justement écouter la question du leader qui a longuement, dans ce dernier séminaire, planché sur l'accès aux médias d'État. Selon M. Touré, évidemment, votre maigre score aux dernières élections ne vous permet pas d'être super représenté à la télévision ivoirienne. Alors, quel est votre avis, justement? Quelles ont été les résolutions de ce séminaire sur les médias? Merci beaucoup. Je voudrais dire à mon frère Touré que les 2,45% qu'il nous donne, merci pour ça. Mais non, je ne vous donne pas. Ce sont des résultats qui ont été proclamés. Les débats des chiffres, là, c'est depuis 2010. Okay. Même après les élections législatives. Donc, il ne faut pas entrer dans... Voilà. Bon, on va continuer justement sur la résolution de votre parti sur l'accès aux médias. Avant les résolutions, je voulais relever un élément.
La télévision, les médias de service public, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui. Ce n'est pas des médias d'État. Et donc, tout le monde paye la redevance à RTI. Et donc, toute la population a le droit d'aller à la RTI et de dire... Madame, si on devait organiser Monsieur, s'il vous plaît, j'ai la parole. Millions Monsieur Touré doivent accéder à la télévision. Monsieur Touré, je pense si vous me dites que les représentants des populations doivent accéder aux médias d'État, d'accord, mais pas les 23 millions de population en Côte d'Ivoire. On va la laisser terminer justement sur cette... À peine on vient de commencer l'émission et vous commencez... Ce genre de comportement, on ne va pas aller loin. Madame Brikia, pour vous, le fait que chaque Ivoirien paye la redevance télé qui est de 2000 francs, autant on rappelait... 2000 à 5000. De 2000 à 5000, évidemment, donnerait droit à tous les partis politiques. Mais pour vous, aujourd'hui, comment donner l'accès aux partis politiques, à l'opposition à la télé? Qu'est-ce qu'on devrait faire exactement? Quand un parti politique, comme le nôtre, mène des activités, il faut que les journalistes de la RTI puissent venir couvrir l'activité et qu'on montre l'activité à la RTI. Ce qui n'est pas le cas. Nous leur écrivons, ils ne répondent même pas du tout. À force de les critiquer, la dernière fois, Mme Midaoudou était à la signature de la charte, le 15 mai dernier. Et on a encore dit ça. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles la charte de la coalition nationale pour le changement. Voilà. Elle était là-bas. Il y a un protocole qui parle bien des médias d'État. Et on leur a dit que l'opposition que nous représentons dans cette plateforme-là ne passe pas à la télévision. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça qu'on a vu et que M. Touré, étant au dîner, a vu à la télévision que le professeur Madou Koulibaly est intervenu en tant que porte-parole. Mais c'est depuis 2011 que nous menons des activités. Les différents séminaires que nous faisons sur l'action de Ouattara, on n'a jamais présenté ça à la télévision. C'est ce que nous disons. On n'a pas dit les 23 millions d'Ivoiriens puissent aller à la télévision pour parler. Alors on parle des partis bien constitués avec des sièges. Pour l'instant, à l'avantage de Ouattara, c'est que depuis Félix Houphouët-Boigny, à ce jour, les opposants sont très mal représentés dans les télévisions nationales, et ça c'est un cas qui est typique au continent. On va continuer maintenant pour parler d'un sujet très important, notamment la santé économique de la Côte d'Ivoire, puisque... Monsieur Varol, oui, pardon de vous interrompre. Vous savez, c'est à Vox Africa que nous menons ce débat. Il aurait fallu qu'on parte à la télévision. Vous êtes conseiller de M. Oui, mais moi, faites en sorte qu'on puisse aller là-bas. Je n'ai absolument aucun problème. Vous savez que le président Afin Guessan a été reçu à la télévision nationale. Il a eu près d'une heure de temps de parole. Non, attendez. Mais beaucoup prêtent à Afin Guessan, évidemment, de flirter. Oui, mais il n'est pas venu. Il permet d'être... reçu à la télévision ivoirienne. Oui, mais si vous regardez l'émission d'Afin Guessan, lorsqu'il vient à la télévision, c'est pas pour venir faire, il n'est pas venu faire pour parler comme les Ivoiriens, l'éloge de la gouvernance de Ouattara. Il a été très critique. Ce que je dis, il y a un débat de fond à mener. Oui, toutes les opinions doivent être représentées à la télévision. Et moi, j'ai une autre lecture de ce qu'elle dit, puisque nous avons échangé avec certains journalistes qui nous font savoir que certains opposants, et d'ailleurs pas tous, refuseraient de participer à des débats à la télévision. Mais ce que je dis, qui est le débat de fond, si les opinions doivent être exprimées, elles le sont par le canal des partis politiques. Et ces partis politiques doivent être représentatifs de certaines opinions. Quelle est leur légitimité quand ils ont 2,45% à Koumassi à vouloir donc parler au nom de l'ensemble des Ivoiriens? Ça, c'est un débat de fond. Maintenant, qui est d'autres partis politiques de l'opposition représentative et autres, et que ces partis-là se plaignent du volume de temps qu'il leur a accordé, que madame se plaint du volume de temps qu'il a accordé, c'est qu'il faut regarder, est-ce que ce volume n'est pas proportionnel à ce que représente réellement le leader sur le terrain politique. On comprend aujourd'hui, on va peut-être, je sais qu'on n'en finira pas. Donc Guedro demandera aussi, du Parti communiste demandera aussi de passer à la télévision. Terminer justement sur ce sujet concernant les médias publics, l'accès à l'opposition des médias publics très rapidement. Oui, passer à un autre sujet, oui. Merci beaucoup. Juste pour relever un élément. Voyez-vous, en 2000, le RDN n'était pas représenté au Parlement. Mais ce n'est pas pour ça qu'on les a méprisés, pour dire qu'ils n'ont pas droit à la parole. On les a même financés. Là, voilà. Donc, monsieur, ce que vous dites, c'est très grave en tant qu'Ivoirien. Parce que quelqu'un allait à une élection
D'abord, aller à une élection, c'est déjà quelque chose, un acte majeur. Vous convenez avec moi? C'est pas tout le monde. Madame, ce que je dis narguer depuis Non, ce que vous dites, c'est grave, monsieur. Parce que quelqu'un a eu 2,45%, pour vous, il n'a pas le droit d'aller à la télévision pour parler. Dans toutes les démocraties au monde, même en France, aux États-Unis, mais vous allez être surpris, c'est en fonction du niveau de représentation que vous pouvez revendiquer. Je voudrais vous rappeler. Vraiment désolé. Mais c'est grave. Monsieur, madame, je voudrais vous rappeler. Nous avons 150 partis en Côte d'Ivoire, madame. Monsieur Touré, madame Bekia, j'aimerais à toutes fins utiles vous rappeler que vous êtes sur le plateau télé de Vox Africa et que nous ouvrons les débats et que c'est quand même une plateforme sur laquelle les gens, les Ivoiriens, aimeraient vous écouter, les Ivoiriens veulent savoir. Alors, comment juge le leader la bonne santé, entre griffes, économique de la Côte d'Ivoire, puisque le président Ouattara parle d'une croissance qui frôlerait les 2 chiffres, les infrastructures, et tout ça, vous, aujourd'hui, comment vous jugez le bilan économique de Ouattara? Je vais vous le dire tout net. Moi, le bilan économique de M. Ouattara, c'est égal à 0. 0. Bon, sur quoi Parce que pour l'Ivoirien lambda, j'explique simplement, on ne sort pas de Harvard, mais pour comprendre, on prend de l'argent, des prêts, des crédits, et puis on fait du béton, on construit. Et on pense que s'il y a une croissance. Non, ce n'est pas une croissance. Tous les économistes, les vrais, vous diront que ça, ce n'est pas une croissance. Nous, on l'a appelé une croissance appauvrissante. Sans vouloir vous interrompre, même si je le fais, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a besoin de crédit pour faire avancer un monde. La Côte d'Ivoire, on sait d'où elle vient. Les ressources étant insuffisantes, il était tout à fait logique qu'on emprunte pour reconstruire. Mais vous dites que c'est 0. Alors 0 à quel niveau? Cette croissance-là n'apparaît pas dans l'assiette de l'Ivoirien. On ne voit rien du tout. Vous sortez, vous allez voir des gens qui ne savent même pas où dormir, qui n'ont même pas un seul repas par jour. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a une croissance, ça se sent partout, chez tout le monde. Et non pas juste rester au-dessus chez ceux qui sont au pouvoir, par exemple. Ça doit se sentir chez tous les Ivoiriens. Mais la croissance de M. Ouattara ne se sent pas chez les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens. Ça, vous pouvez faire un micro-trottoir. Vous sentez pas, vous? Est-ce que vous sentez vous-même les effets de la croissance? Est-ce que vous l'avez senti? Si je l'avais senti, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, je suis. Est-ce que votre salaire a été augmenté? Votre salaire a-t-il été augmenté? Puisque Ouattara a fait des promesses récemment sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Ça, c'est ce qui a été dit. Est-ce que votre salaire a été augmenté? Juste une question. Ça, c'est ce qui a été dit, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous avez vu votre dernière fiche de paie? Ça, je ne l'ai pas encore vu, mais j'en sais rien. Ce que je sais, répondez directement à la question. Est-ce que vous avez été augmenté ou pas? Je dis que je n'en sais rien puisque je n'ai pas vu mon bulletin. Alors, monsieur Touré, le leader est formel. Le bilan économique de M. Ouattara est 0. Cette croissance à 2 chiffres qui semble être un nouveau slogan publicitaire ne se ressent pas dans l'assiette économique des Ivoiriens lambda. Ce que je vais dire à madame, c'est qu'on peut être opposant et peut être crédible. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la crédibilité. La crédibilité de ce que vous dites, la crédibilité de votre posture. Dire que le bilan de Ouattara est égal à 0, alors que toutes les institutions financières internationales s'accordent à dire que nous avons eu une croissance économique en moyenne de 9% par an depuis 3 ans, que le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est pas moi qui le dis madame, c'est le Fonds monétaire international, c'est accru de 25%, et que le revenu par tête d'habitant en Côte d'Ivoire, c'est accru de 15%. Mais si vous voulez savoir est-ce que cette croissance est inclusive ou pas, mais on peut donner quelques éléments. Votre salaire a été augmenté. Il suffit seulement de regarder votre bulletin de salaire. Vous verrez que votre salaire, comme la plupart des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, est augmenté. Vous verrez que grâce à la réforme du secteur du café cacao, le revenu de nos parents paysans s'est accru de 40%. Vous verrez que nos parents paysans qui sont dans le secteur du vivrier ont vu leur revenu s'accroître de 6%. Vous verrez que le SMIC est passé de 36 000 francs à 60 000 francs CFA, madame. Donc, on peut être opposant. Nous ne disons pas que tout ce que nous faisons est parfait, mais la politique, ce n'est pas le populisme. Dire que les Ivoiriens ne savent pas où dormir, dire qu'on mange une fois par jour, j'appelle ça du populisme, madame. Donnez-moi des éléments précis, chiffrés,
qui battent en brèche ces éléments que je viens de vous citer, confirmés par les institutions financières internationales. Est-ce que le leader, justement, a ces chiffres dont parle monsieur le conseiller du chef de l'État, monsieur Mamadou Touré, porte-parole, je rappelle, adjoint du RDR? La question que je voudrais poser à M. Touré, c'est de me dire, s'il peut me dire à combien a été augmenté le salaire des fonctionnaires. De combien? Est-ce qu'il a une idée? Deuxièmement, le SMIC dont il parle, quand on dit c'est passé de 30 000 à 60 000, c'est ça, non? De 30 000 à 60 000. Mais écoutez, allez-y voir le chef d'entreprise, ou bien celui qui veut embaucher quelqu'un. On dit désormais le SMIC c'est 60 000 francs. Si je n'ai pas 60 000 francs, je ne le prends pas. C'est des gens qui vont être au chômage. D'ailleurs, l'électricité également a augmenté. On a dit l'augmentation prend effet à partir de juin. Ça va augmenter. Les responsables d'entreprise. Pas pour les ménages pauvres. 40% mais je vous explique. En Côte d'Ivoire, je vous explique. Les pauvres sont exemptés. Je vous explique. De cette augmentation. Mais ces ménages pauvres-là, ils vont s'appauvrir davantage. Pourquoi? Tout simplement parce que là où M. Kofi travaille, le chef d'entreprise, ses impôts ayant augmenté, ou bien sa facture d'électricité qui va augmenter, il va faire du licenciement. Ça, c'est clair. Et le monsieur Kofi va se repartir à la maison, dire à son épouse, j'ai été licencié provisoirement ou définitivement. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Non, je vous ai... C'est comme ça que je comprends la chose, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez très mal. Monsieur, c'est comme ça que ça va se passer. Quelqu'un, chef d'entreprise, qui voit ses impôts augmenter, vous pensez qu'il va faire quoi? Madame, il va faire du licenciement. Soyons sérieux. Vous voulez de la crédibilité, mais la voici. Il y a beaucoup de confusion. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, si je veux embaucher quelqu'un qui me dit le SMIC c'est 60 000, si tu ne payes pas, tu laisses tomber, je le laisse tomber. C'est lui qui a besoin de travailler. Quelqu'un d'autre à côté va dire, bon, écoutez, donnez-moi 10 francs. Il faut libéraliser. Laissez les choses comme ça. C'est pas en fixant un taux que ça règle le problème des Ivoiriens. On va essayer de faire un peu moins de rhétorique, puisque là, vous ne reconnaissez pour l'instant aucun chiffre positif à Ouattara, là où M. Touré nous a fait un exposé chiffré selon les institutions financières internationales. Mais on va marquer une pause et on va parler de l'humain, notamment de la question de l'emploi, de la question de la réconciliation et notamment de la question de l'agriculture, puisque vous avez parlé du revenu moyen des paysans qui a augmenté. On marque une pause, mesdames et messieurs, et on revient juste après ça. La team. Bienvenue dans votre nouveau programme sur Vox Africa. Il raconte quoi celui-là? On peut le virer s'il vous plaît. Comme vous le savez, mon sac, il est magique. Il crée des choses, mais vraiment extraordinaires. Tu n'as pas arrêté, tu étais dans... Moi, je danse. C'est un moment de solitude. De solitude extrême. Il est un soir, mais vraiment. Tout ce n'est pour briller. On a fini par y arriver. Notre heure de gloire a sonné. Champion d'Afrique. Découvrez la nouvelle émission jeunesse de Vox Africa, La Team, présentée par Sheden et ses chroniqueurs. C'est tous les samedis à 15h30 GMT sur Vox Africa. Bienvenue dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Et aujourd'hui, nous analysons l'an 4 de Ouattara, 4 ans après. Quel bilan peut-on retenir de l'action gouvernementale? Alors, nous allons parler maintenant, Madame Bekia, je rappelle, vous êtes tant soit peu le secrétaire général du délégué leader, sinon délégué général, qui a un peu cette valeur. Et puis, Monsieur Touré Mamadou, qui est le porte-parole adjoint du RDR. Alors, une des questions fondamentales, notamment pendant les 4 ans de Ouattara, la question qui est longuement revenue, c'est la question de la réconciliation nationale qui ne semble pas avoir été, ou du moins les objectifs ne semblent pas avoir été atteints.
avec un rapport de la CDVR qui a été remis au président de la République et qui n'a pas été rendu public. Sur les fonds baptismaux de cette CDVR est née la CONARIV pour l'indemnisation des victimes, et avec aussi le leader qui parle d'une réconciliation par le foncier. On va parler de tout ça. Alors, pourquoi, selon vous, monsieur Mamadou Touré, vous qui êtes conseiller du chef de l'État ivoirien, le président de la République, pour l'instant, n'a pas encore rendu public le rapport final de la CDVR déposé depuis décembre 2014 par monsieur Charles Konan-Bati? Mais le chef de l'État, à l'occasion d'une cérémonie officielle qui a été organisée au palais de la présidence, s'est vu remettre le rapport donc, de la CDVR et a pris l'engagement devant tous les Ivoiriens d'analyser ce rapport et d'en ressortir les éléments les plus pertinents et de les mettre en œuvre. Donc c'est un rapport assez volumineux. Le rapport est en train d'être analysé et déjà certains points du rapport ont commencé à connaître un début d'application, puisque la mission de la CDVR ne s'est pas arrêtée avec la démission de M. Bani. Une autre structure pour continuer la mission a été mise en œuvre, la CONARIV, dirigée par le numéro 2 de M. Bani. Et puis le gouvernement a décidé donc de dégager des ressources, 10 milliards de francs CFA, pour indemniser donc les victimes qui ont été identifiées donc, pour cette crise. Et il s'agit donc de toutes les victimes. Parce que dans tout ce que nous disons, la voix des victimes est importante, puisque ce sont des personnes qui ont été les plus touchées durant cette crise post-électorale. Alors, laissez-moi vous reprendre quand même sur ce que vous venez de dire, qui est très pertinent. Vous parlez de 10 milliards pour l'indemnisation des victimes, mais il n'en demeure pas moins qu'avec la CDVR, on a parlé de 16 milliards dont on ne sait où c'est passé. Est-ce que ça a disparu dans la nature? Est-ce que ça a été utilisé? Comment ça a été utilisé? Aujourd'hui, on nous parle de 10 milliards. Est-ce que ces 10 milliards iront aux victimes? Parce que finalement, on est dans une danse des chiffres, mais sans que les populations, les victimes elles-mêmes, ne perçoivent quoi que ce soit. Non, c'est deux choses différentes. Près de 72 000 victimes ont été entendues et personne n'a été indemnisé. Non, c'est deux choses différentes. M. Bani a demandé des moyens pour travailler. Le chef de l'État a dégagé, en tout cas l'État de Côte d'Ivoire a dégagé 16 milliards de francs CFA. Bani qui dit qu'il ne l'a pas reçu d'ailleurs. Non, il n'a jamais dit qu'il n'a pas reçu les 16 milliards. Il n'a pas dit non plus qu'il les a reçus. Mais je dis que l'État de Côte d'Ivoire a dégagé 16 milliards de francs CFA pour permettre donc à la CDVR de travailler. Et ce sont ces 16 milliards de francs CFA qui ont permis à la CDVR de faire le travail qui a été fait. Maintenant, comment cet argent a été utilisé? Mais vous pouvez inviter M. Bani pour qu'il vous dise exactement ce qui a été fait. Ceci est différent des 10 milliards de francs CFA, puisque dans le processus qui a été engagé, à un moment donné, il fallait identifier les victimes, d'abord les écouter, identifier les victimes, et après, il faut, et c'est un engagement qui a été pris par le président de la République, indemniser les victimes. Donc les 10 milliards de francs CFA vont exclusivement dans l'indemnisation des victimes, et cela n'a rien à voir avec donc, le budget de fonctionnement donc, de la structure qui a été mise en place. D'ailleurs, le président de la République a demandé aux institutions financières internationales, à certains partenaires, de contribuer donc, à cette cagnotte-là en augmentant le volume. Donc, alors, on se rend compte aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, 26 milliards ont été déposés sur la table, mais on n'en est pas encore au résultat définitif de la réconciliation. Comment vous analysez au leader le fait que 5 mois après, le président de la République de Côte d'Ivoire n'arrive pas à rendre public le rapport final de la CDVR qui aurait permis peut-être aux Ivoiriens d'en savoir un peu plus sur cette crise post-électorale? Très bien, merci. Sur cette question de la CDVR, nous disons deux choses à leader. Premièrement, l'ordonnance qui crée la structure. Cette structure est sous l'autorité, dans l'ordonnance, sous l'autorité du chef de l'État, qui est lui-même partie prenante de cette crise. Voyez-vous, c'est déjà un faux départ. Deuxième chose, la méthode utilisée. On demande à M. Bani de réconcilier les Ivoiriens, les populations ivoiriennes. Mais la crise, c'est d'abord les responsables politiques, la classe politique, qu'il fallait réconcilier, et non des populations. C'était déjà aussi une erreur à ce niveau. Bon, la guerre des chiffres, ça vraiment, nous, on ne veut pas rentrer là-dedans, mais nous considérons que, nous disons que 7 mois, c'est trop. Et on n'arrive pas à publier les conclusions d'un rapport si important. C'est quand même grave. Mais je comprends que, puisqu'on est en campagne prématurée, on ne puisse pas avoir le temps d'analyser ce rapport, comme il aurait fallu le faire
peut-être un mois après, pour que les Ivoiriens sachent qu'est-ce qu'il contient. C'est vraiment l'analyse que nous faisons. Je pense que lorsque M. Bani, au cours de la cérémonie, si Madame a bien suivi, M. Bani a donné, au cours de son intervention, la substance, en tout cas les points saillants de son rapport, et a fait des recommandations publiques. Et le chef de l'État s'est saisi de ces questions. Madame, quand vous dites que la réconciliation, ce n'est pas les Ivoiriens, c'est d'abord la classe politique, oui, vous avez raison. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à côté du processus qui a été engagé avec la CDVR, le gouvernement a engagé le dialogue politique qui s'adresse aux leaders politiques, donc aux formations politiques. Le dialogue qui a abouti, vous le savez, au financement dont vous avez pu bénéficier. Mais vous devez savoir aussi que les Ivoiriens ont été durablement touchés et très touchés par notre turpitude. Et donc, on ne peut pas aller à un processus de réconciliation nationale sans tenir compte des populations, madame. Elles ont été les premières victimes. Et donc, il est important, et c'est ce qui a été... Ah, mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on a mis en place une CDVR qui s'est adressée aux populations, alors que pour vous, le problème, ce sont les leaders politiques. Ce que nous disons, les premières victimes de cette situation, de ce chaos général dans lequel notre pays a été plongé, ce sont les populations. Alors, et le fait de dégager 10 milliards pour réparer tant soit peu les souffrances de ces populations, pour nous... Depuis quand les 10 milliards ont été dégagés? Depuis quand? Les 10 milliards, on veut savoir ça a été dégagé depuis quand? Parce que la crise, c'est depuis 2010. Depuis 2010 que les gens souffrent. Et vous dégagez 10 milliards avant-hier et vous en faites une fierté. La question est consécutée à une procédure, madame. Monsieur, mais ce que vous prenez pour faire le béton, prenez aussi pour indemniser les victimes. Mais c'est ça, c'est une question de priorité. C'est ce que nous disons. Vous, la priorité, ce n'est pas le capital humain chez vous. Mais c'est quand même grave. On préfère construire des bétons alors qu'il faut indemniser des victimes. Que le leader dirigé par Mamadou Coulibaly, professeur d'économie assez structuré, et des représentants qui disent des choses aussi graves. Alors, on reviendra dans quelques instants. Si vous ne connaissez rien dans la marche du compromis, comment on relance un pays. Monsieur, nous sommes sur un plateau sérieux. Envoyez-nous justement sur ce plateau. Mais là, vous agissez comme un petit coxer d'Adjami. Attention. Mais vous venez de me dire que je ne représente rien. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Vous ne pouvez pas nous dire, vous ne pouvez pas dire dans un État sérieux, et pour un parti qui se veut sérieux, demander à l'État de renoncer aux investissements dans les infrastructures, renoncer aux investissements dans les routes. Nos parents qui sont en bourse ont besoin d'évacuer. Il aurait pu faire de la question des indemnités une priorité. C'est ce que je dis. Sinon, il peut construire 50... de renoncer à la construction d'écoles. D'ailleurs, il a dit qu'il construisait 5 universités pour 5 qu'on n'a vu aucune université. Monsieur Touré. Aucune université. Monsieur Touré, on va se calmer puisque vous êtes en train... Essayez de structurer un peu votre intervention parce que vous n'êtes pas... dans tous les sens, on n'arrive pas. Alors on va. Est-ce que sur la question, alors là, en un mot qui pourrait tenir en 3 lettres, Ouattara a-t-il réussi sur le difficile chantier de la réconciliation? D'abord, la réconciliation est un processus. Vous savez, nous ne sommes pas adeptes de la démagogie ou du populisme. La réconciliation est un processus. Dans tous les pays au monde où il y a eu des crises telles que nous l'avons connues, c'était un long processus. Ce qui est important dans ce processus, c'est la volonté politique des acteurs. Et le président de la République, depuis qu'il est accédé à la magistrature suprême, a posé des actes. Et je vais énumérer quelques actes. D'abord, la mise en place de la CDVR, les moyens qui ont été dégagés pour la CDVR. Ensuite, le dialogue avec les partis politiques de l'opposition, puisque le parti leader a participé à ce dialogue. Dialogue qui a permis de décrisper la situation, le contexte politique. Parlons même de la commission électorale indépendante qui fait l'objet de débats. Mais pour aboutir à cette commission électorale que nous avons aujourd'hui, ça a été le fruit de concessions de la part du gouvernement. Attendez. Il y a eu des personnes qui ont été arrêtées sur des faits de guerre ou sur des faits de crimes économiques. Dans le cadre de la réconciliation nationale, le gouvernement, pour ceux qui, parmi ces personnes, ont commis des actes les moins graves, le gouvernement a introduit une requête auprès de notre justice pour la mise en liberté provisoire de certains détenus. Ensuite, le dégel des avoirs de certains détenus. Mais ce sont autant d'actes qui ont été posés par le gouvernement et le chef de l'État continue de poser ces actes. Maintenant que madame nous dise concrètement qu'est-ce qu'on pour vous, évidemment, monsieur Touré, monsieur Ouattara est sur la bonne voie, évidemment, sur la réconciliation. Madame Bekia,
pour terminer en quelques mots, Ouattara a-t-il réussi ou pas le chantier de la réconciliation? Je vous dis, M. Varol, qu'il n'a pas réussi. C'est un échec au niveau de la réconciliation. C'était la première chose à faire. Puisque nous sortions d'une grave crise, la première chose que M. Ouattara devait réussir, qui devait être sa priorité, c'était la réconciliation. Alors, M. Touré a parlé il n'a pas réussi. M. Touré, tout à l'heure, a parlé de piliers essentiels, notamment le dégel de comptes, le retour des exilés, comment on appelle ça, le dialogue politique qui s'est ramolli et tout. Et même le leader a bénéficié quand même de 10 millions de francs CFA au titre de financement des partis politiques. Je veux dire, il y a quand même des éléments qui militent en sa faveur. Alors, qu'est-ce que vous lui reprocher concrètement en termes de piliers majeurs sur la réconciliation que M. Ouattara n'a pas réussi? Je voudrais dire d'abord qu'il faut qu'il se renseigne auprès de M. Aoussou Jano pour demander la mise en place du cadre permanent de dialogue. C'est leader, notre parti, qui a l'initiative. Que soit leader FPR ou pas, ce qu'on dit, est-ce que vous n'aimez pas laisser les autres parler, monsieur? Est-ce que le cadre a été mis en place? Mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que le cadre a été mis en place? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que le gouvernement a initié un dialogue avec l'opposition? Monsieur Touré, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que cette initiative émane du gouvernement et du chef de l'État? Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le CPD. Je vais vous dire. Moi, je participe au cadre permanent depuis le début. Et s'il y a quelqu'un qui a été à l'origine de la mise en place de ce CPD, c'est bien leader. C'est bien. Ça, je vous donne l'information. Je vous donne l'information. Donc, si vous ne savez pas, demandez. On va vous dire. Voilà. Comment vous avez fait? Le leader a réussi à mettre le CDP en place. Voilà. Le cadre du dialogue permanent et d'autres. Et nous avons fait des travaux. On avait 5 commissions. On a fait des travaux, on a déposé les conclusions. À chaque fois que M. Ouattara demandait à un de ses ministres de convoquer le cadre permanent, c'est qu'il y a une action majeure au niveau national. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas réussi concrètement dans la réconciliation? Il n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il n'a pas réussi Nous parlons tous les deux, vous parlez tous les deux, vous êtes sur un plateau télé. Oui, ça c'est grâce à vous. Les gens se battent pas dans les rues. C'est grâce à vous. On ne tire pas à tous les jours des coups de fusil dans la rue. Je veux dire, montrez-moi, madame, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre à ce niveau, un chantier palpable de la réconciliation nationale. Ouattara n'a peut-être pas réussi tous les chantiers palpables de la réconciliation, mais il y a quand même des éléments qui militent en sa faveur. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il fasse dans la réconciliation qu'il n'a pas fait exactement? Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on dise qu'il a fait quelque chose pour la réconciliation? Alors, je ne vois rien du tout. Monsieur, et j'insiste pour dire, si M. Ouattara avait réussi la réconciliation, on n'aurait pas des gens qui, c'est-à-dire, on allait librement aller dans la rue faire des meetings, par exemple. Mais là, il n'accepte même pas que quelqu'un fasse un meeting. Ah bon? Oui. Vous ne vous réunissez pas, vous ne faites pas de réunions? Les Ivoiriens votre séminaire sur les 4 ans de Ouattara, vous ne vous êtes pas réunis? Vous avez fait ça en France? Mais il ne s'agit pas de leaders seulement, il s'agit des Ivoiriens. Mais de quel Ivoirien vous faites porte-parole? Des autres. Les Ivoiriens des autres partis politiques. C'est qui? Exemple, donne-moi comme un exemple. Mais vous les connaissez, c'est vous qui dirigez l'État de Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de dire que vous avez la liberté de faire vos actions et que les autres n'ont pas la liberté de faire leurs actions. Donnez-moi le nom d'une seule formation politique qui n'a pas la liberté de faire. Tous les partis politiques. Écoutez, le débat démagogique, non, ce n'est pas une affaire de démagogie. C'est des réalités. Mais disons des choses. Mais la réalité, comme vous avez votre réalité, moi j'ai ma réalité. Donnez-nous des éléments concrets, précis. Que la réconciliation a été un échec. Je le dis, je le maintiens. Qu'est-ce que vous allez me dire pour me convaincre que la réconciliation a été un succès? Je ne cherche pas à vous convaincre. Ce que je dis, c'est que la réconciliation est un processus et que dans ce processus, il y a des actes majeurs qui ont été posés. Monsieur, je dis, ça fait 7 mois qu'on a déposé le rapport de la CDVR. Et depuis, on n'a pas encore travaillé sur ce rapport. Ça, c'est un élément d'échec quand même. À partir du moment où le leader arrive à faire ses activités, comme vous avez dit, bon, continuez à faire vos activités. Réconciliation, CDVR, le rapport n'est pas... Alors, le rapport, pour l'instant, on le sait, on va revenir maintenant. Vous ne voulez pas en parler, vous dites, on est en train de l'analyser 7 mois, pardon. Merci beaucoup, Madame Bekia. Bientôt, c'est les élections. On va revenir sur un point essentiel. Voilà, des gens ont commis des crimes, on ne peut même pas les juger, on juge un seul temps. C'est pas normal.
on va continuer le débat. Il faut arrêter tout cela. Alors, on va continuer le débat, C'est ça. notamment un point sur lequel on fustige un tout petit peu la politique de M. Ouattara, c'est notamment la question de l'éducation et de la formation, notamment ces multiples grèves dans l'enseignement, ces étudiants qui crient à corps et à cri, hein, permettez l'expression, ces étudiants qui disent qu'il n'y a absolument rien, aucun matériel dans les universités. Et contrairement justement à cette promesse de campagne de 2010 sur les solutions ados, ces 5 universités en 5 ans n'ont pas vu le jour. C'est pas vrai. Je vais répondre. Déjà, il faut comprendre que... On ne va pas confondre réhabilitation et construction. Je ne confonds rien du tout. On le sait, M. Ouattara a prévu 5 universités en 5 ans et on ne les voit pas. Je vais vous répondre. Déjà, vous devez savoir que nous avons hérité d'une situation explosive. Le président des leaders était lui-même membre de l'ancien régime, donc qui a gouverné, il a été ministre de l'économie et des finances, il a été président de l'Assemblée nationale. Et ils savent que pendant la décennie passée, aucun investissement n'a été fait, en tout cas dans le secteur de l'éducation et ainsi de suite. Quand vous prenez nos universités, notamment l'université de Cocody, c'était tout sauf une université. Un marché, des lieux de prostitution, de trafic de drogue, des étudiants miliciarisés. On a eu des étudiants qui ont été tués sur ce campus, des personnes qui ont été tuées sur ces campus. Ça, on le sait, mais pourquoi ces universités n'a pas réussi à attendez. Vous m'avez... Je suis d'accord avec vous sur le temps. Ouattara, le président Alassane Ouattara a construit plus d'une université, je vais vous dire. Il a construit plus d'une université. Mais écoutez, Korogo n'était pas une université d'ailleurs, c'était une URS. Daloa, non, ça n'existait pas dans sa forme actuelle. Non, ça a été construit. Si, ça a été construit. Je dis que non. Le débat n'est pas je m'efforce d'être collé à la réalité et vous pouvez aller vérifier sur le terrain. Korogo et Daloa étaient des URS. Il y avait quelques bâtiments qui existaient, mais pas suffisants pour être une université. Pour en faire des universités, il a fallu construire des bâtiments nouveaux, accroître les capacités pédagogiques, le nombre d'enseignants, le nombre d'étudiants. Et aujourd'hui, nous avons 2 universités nouvelles, l'université de Korogo et l'université donc de Daloa. Donc on veut dire ensuite, les travaux sont en cours pour l'université de Mans. Puisque vous savez que la première pierre a été posée, les travaux sont en cours pour l'université de Mans. Et selon nos prévisions, dès l'année scolaire prochaine, les premiers étudiants devaient être affectés à l'université de Mans. Donc voici ce que le président a pu faire. Et je dis, quand vous parlez de reconstruction, de réhabilitation, mais vous savez tous, en tout cas, si vous êtes une chaîne de télé qui était ici, que nos universités avaient été totalement détruites. Si vous allez à l'université de Cocody ou à Bouba Djamé, il n'existait plus d'université dans ces endroits. Il n'y a même pas eu de réhabilitation. Il y a eu une reconstruction de nos universités. Et donc, ce sont près de 114 milliards de francs CFA qui ont été investis par le gouvernement ivoirien pour permettre à nos enfants d'aller à l'école dans les meilleures conditions. Là où certains n'ont d'approche que la manipulation donc, de ces jeunes et de Allez, maintenant on va y aller, puisque vous parlez d'approche de la manipulation de ces jeunes. Vous êtes enseignante, hein, autant le dire, hein, professeur de lycée. Voilà, Madame Bekia est en même temps déléguée générale du leader. Alors, sur la question de l'enseignement, de l'éducation, quel bilan faites-vous justement de 4 ans de Ouattara? Vous êtes au cœur du système et nous vous écoutons. Comme vous le notiez tout à l'heure, il a dit 5 universités en 5 ans. Nous sommes dans quelques mois. Il n'y a même pas eu une seule université. Oui, et lui, il fait des efforts, des acrobaties pour qu'on s'approche des 5 universités. Ça, c'est pas bien grave. Il y a beaucoup d'universités détruites. Mais fondamentalement, dans l'enseignement, est-ce que des choses ont changé? Est-ce qu'il y a eu une impulsion, une dynamique de l'enseignement sous l'ère Ouattara? Est-ce qu'aujourd'hui, nos élèves sont de mieux en mieux formés? Vous avez vu? Vous êtes professeur, hein? Oui. Le 3e trimestre a été complètement bâclé, hein, par les grèves. Je veux dire que rien ne va. C'est une question de priorité. Il n'a pas priorisé le capital humain par rapport à la réconciliation et je maintiens ma position, ni les écoles. 5 universités en 5 ans. On est à 5 mois de la fin de son mandat et on me parle de 3 universités construites. Et les 2 autres,
C'est un échec. C'est un échec. quand Les universités ne sont même pas Coulibaly équipées, termine l'économie des finances Monsieur et qu'il est au Varol. FPI. Il n'y a Vous pas avez de fait combien d'universités en Côte d'Ivoire, laboratoire. madame? Il n'y a En pas 10 de ans microphone. Quand vous êtes l'exemple, Qu'est-ce que vous avez pu faire? l'exemple de l'amphi-G, quand vous êtes en Lorsque vous amphi-G étiez aux à affaires, l'université au 10 ans, qu'est-ce que vous avez Boigny, pu faire? quand vous parlez, les autres vous entendent. Un prof qui donne un cours à l'amphi-G, il est entendu dans les autres amphis. Pas de micro. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de salle de TD. Il n'y a que des clôtures. Il n'y a pas de micro et Tout le professeur simplement. arrive à se faire entendre dans les autres amphis éloignés. Il n'y a pas de... Et donc il va crier assez fort, le professeur. C'est ce que je suis. C'est la réalité. Parce que je vous donne l'information, le professeur Madou Coulibaly, il donne des cours là-bas. Oui. Voilà. Et Madou Coulibaly doit se rendre compte que... Messieurs, Comme quand il donne des cours à vous parlez, l'université, on vous laisse parler. l'université Mais a- vous avant êtes fébrile, 2011, j'ai l'impression et l'université qu'on après est à 2011 5 mois a de la totalement fin de changé. votre mandat. Et il faut que les Ivoiriens et l'Afrique nous écoutent Mais pour bien voir sûr. ce que vous avez fait. Mais bien Vous sûr. n'avez rien fait, monsieur. Ah bon? Et donc ne soyez pas fébriles. On mauvaise- va la dire aux mauvaise foi, Ivoiriens que vous n'avez absolument rien fait. Je dis, quand monsieur Ouattara faisait sa campagne, il a dit donnez-moi 5 ans et je transforme la Côte d'Ivoire. Oui. À mi-chemin, il dit je veux un deuxième mandat. Mais diantre. Mais c'est pas parce qu'il a demandé Dieu, madame, qu'il mais n'a pas c'est- transformé la Côte justement, d'Ivoire. ce n'est- Le ça processus veut de dire transformation de la qu'apparemment, Côte il ne d'Ivoire- peut pas. Le processus C'est de ce que ça transformation veut de la dire, Côte d'Ivoire- monsieur Touré. Ça Ah veut bon, dire, le je ne processus- peux pas. Les félicitations Je qu'il ne a... peux pas réaliser les promesses les félicitations que qu'il je a du vous ai Fonds faites. monétaire Donc, national, il faut de la encore me Banque donner un mondiale, second de mandat la pour les BAD, réaliser. les Mais on félicitations n'est pas qu'il a suffisamment des idiot gouvernements pour lui les plus accorder sérieux du ce monde. mandat. Je vous Les dis ça. les félicitations Même qu'il a de la ses CEDEAO, militants de l'Union sont européenne, déçus. qui n'a rien fait. Voilà, il n'a c'est pas absolument ça. rien fait. Alors, C'est maintenant, pas Vous ça. allez Ça, monter, c'est- descendre. Ça, c'est une autre manière Il n'a d'être rien fait. On Voilà. peut être opposé et puis reconnaître Nous quand même allons le passer- mérite Monsieur, de je celui dis qui est au que la pouvoir. construction Pour vous- du pont, pour là, vous, pour moi je l'instant- passe là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a- Je oui. peux Et dire vous êtes que- fiers de je passer peux dessus dire que parce que c'est ce bien. pont fait la De fierté toute de notre façon, pays. c'est pas un projet, c'est pas son projet à lui. Voilà, Il c'est est venu bon. Alors, réaliser nous quelque allons- chose qui était déjà Mais le là. plus important, Mais c'est de ça, c'est réaliser, pas madame. important. Il a Si réalisé, vos mais enfants, c'est après pas... vous, réalisent vos rêves, Le problème, c'est déjà que quelque chose. mon enfant, là, son enfant déjà doit payer le crédit de ce pont. C'est Allez. ça le drame Bon, des allez, on Ivoiriens. va quitter le drame Justement. pour aller sur un... C'est sur un drame. Alors, Madame Quelqu'un Bécaire, qui n'est pas c'est- né, qui doit déjà. C'est grave. Est-ce que vous connaissez Oh un non, peu non, non, monsieur, je les vous dis. mécanismes de Moi, je suis fonctionnement à d'une côté d'un économie? économiste. Ah, mais un vrai. apparemment, il ne nous a pas bien Voilà. appris. Allez, Non, nous allons un aller- vrai économiste reconnu. Apprenez encore C'est auprès de lui. différent. Nous Il ne allons nous a aller pas bien maintenant- Voilà, si, Monsieur, si. Il ne monsieur, nous a pas madame, bien appris. nous allons Un Ivoirien, aller- il n'est pas encore Alors, né, il doit 300 000 on francs, va- monsieur Varol. Ok. À cause de- Vous tirez d'où ces chiffres? Les enfants qui sont Oui. nés, ils doivent payer combien? 150 000? Mais vous tirez d'où Environ, ces chiffres? Ok. Très Pour bien. l'instant, on va continuer notre débat et parler d'une question essentielle et majeure, notamment la question du chômage et de l'emploi. On a vu que M. Ouattara aura développé beaucoup de pôles emploi. Quand vous-même vous êtes l'initiateur des assises de la jeunesse, il y a le projet PGDEC, il y a le Fonds national de la jeunesse et récemment le nouveau ministre de la jeunesse aura créé un nouveau pôle emploi. Une agence pour la promotion de l'emploi jeune. Une agence pour la promotion Qui a été créée par le chef de l'État. de l'emploi jeune. Alors, on voit que Ouattara aura fait énormément d'actions ou créé beaucoup d'entités pour favoriser l'emploi jeune et notamment endiguer la question du chômage. Alors, comment vous analysez justement la position de Ouattara sur l'emploi ? Alors, je vais si vous pensez qu'il a réalisé beaucoup de choses, il n'a plus... Je n'ai pas dit qu'il a réalisé, il a mis en place des structures pour faciliter évidemment l'emploi. Monsieur Varol, le fait de mettre en place une structure, ça ne veut pas dire que la chose se fait. Parce que une des choses qu'on doit lui reconnaître, il fait beaucoup de communication. Beaucoup de communication, mais concrètement, il n'y a rien. Et c'est ce que je dis. Je prends un exemple. Vous avez des pancartes partout dans Abidjan et puis à l'intérieur pour dire que le foncier, par rapport, voilà, l'État travaille pour vous. Même chaque Ivoirien, un ordinateur, est-ce que c'est le rôle de l'État de donner des ordinateurs à chacun? Est-ce que c'est pour ça qu'il a voulu être président de la République? Non. Vous trouvez que... Est-ce que vous avez des chiffres du chômage? Est-ce que le chômage est en baisse selon le leader ou il y a de plus en plus de paupérisation et de jeunes au chômage selon le leader? Monsieur Varol, vous avez vu les petits commerces des Ivoiriens qui ont été détruits? On ne veut même plus voir quelqu'un en train de faire un petit commerce devant sa porte. C'est ça qui augmente la pauvreté. Alors, je ne sais pas, en détruisant tout ce commerce, qu'est-ce qu'il fait pour que les gens ne soient pas pauvres? C'est de ça qu'il s'agit. Avant, on disait le panier de la ménagère est devenu un sachet. Aujourd'hui, il n'y a même plus de sachet. D'ailleurs,
ils l'ont supprimé. Aujourd'hui, on va avec la paume de la main au Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, sur la question de l'emploi notamment, quels sont quels sont les efforts qui ont été faits par Ouattara? Des chiffres peut-être, puisque vous êtes conseiller jeunesse et la question de l'emploi a été un de vos cheval de bataille notamment. Honnêtement, je croyais un leader plus sérieux que ça. Parce que pour un débat aussi important, leader est sérieux. Pour un débat aussi important qui engage la vie de notre pays, on ne peut pas avoir un discours sans contenu, assez plat. Ça, vous le dites depuis le départ. Plein d'incantations, sans pouvoir donner des éléments précis, appréciables et mesurables. Alors, ce que je vais vous dire, monsieur, c'est que notre pays a traversé durablement des crises successives. Je remonte même aux années 80, avec la crise des matières premières, les années 90 avec la crise économique et financière, et puis le coup d'État de 99. L'ensemble de ces crises qui ont eu leur paroxysme avec donc, la rébellion que nous avons connue, a fait que pendant ces 10 années où Mamadou Coulibaly était président de l'Assemblée nationale, tous les efforts de sortie des crises, toutes les ressources de l'État étaient concentrées sur la sortie des crises. Entre 2005 et 2010, par exemple, ce sont près de 1000 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans la sortie des crises. Au détriment de quoi? Au détriment de la formation des jeunes, au détriment de l'emploi des jeunes. Il n'y avait aucune politique cohérente. Le gouvernement a hérité d'une situation difficile. Le chef de l'État a pris des mesures, des réformes structurelles dont l'objectif est justement d'inverser la tendance. Madame, vous savez que quand vous étiez aux affaires, quand vous avez instrumentalisé, enfin je ne parle pas vous personnellement, mais Mamadou Coulibaly, les jeunes en novembre 2004 contre les soldats français, ce sont des entreprises qui ont été pillées, cassées. Alors, et la chambre de commerce, laissez-moi terminer. La chambre de commerce, laissez-moi, je vais terminer, j'ai fini l'histoire. Sinon, on peut poser la question qui a envoyé la rébellion. Ce sont 120 000 emplois qui ont été perdus. Ce qui se passe depuis lors, nous avons renoué avec la croissance au niveau de la création de l'emploi. Non, la rébellion, ce n'est pas le fait des leaders, je suis désolée. La rébellion. La dernière enquête emploi qui a été faite nous dit que entre 2012 et 2013, ce sont 700 000 emplois qui ont été générés par notre économie. Dans le secteur de l'agriculture, ce sont 650 000 emplois qui ont été créés. Vous aimez les chiffres, monsieur Touré. Madame, mais c'est des chiffres creux, vides. C'est ce que je vous dis. Parce que ça ne reflète pas la réalité. Le Bureau international du travail et la Banque mondiale. En même temps, le FMI, la Banque mondiale vous a dit, attention, vous prenez trop de crédits. Arrêtez. Ça aussi, vous ne le dites pas. Vous parlez de quoi, madame? Vous ne le dites pas. Mais je vous dis, vous parlez des structures pour accueillir la jeunesse. Attendez, je ne peux pas accepter que la rébellion. Je ne peux pas accepter. Je pensais participer à un débat à un certain niveau. Je ne peux pas accepter. Je suis d'accord qu'elle ait eu des idées différentes des nôtres, mais je ne peux pas accepter qu'on banalise le débat. Si vous estimez que nos chiffres validés par le BIT et la Banque mondiale sont faux, mais produisez-nous des études avec des chiffres qui contredisent ce que nous disons. Mais on ne peut pas venir s'asseoir sur la base de perceptions erronées, dire des choses. Nous ne disons pas que tous les jeunes en Côte d'Ivoire travaillent. Nous ne disons pas que nous avons trouvé du travail pour ces 18 millions de personnes qui ont moins de 35 ans. Ce que nous disons, c'est que nous avons promis 1 million d'emplois, nous avons dépassé les 1 million d'emplois. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une dynamique qui est engagée. Et pour aller plus loin dans la création de l'emploi, le chef de l'État a pris des réformes, notamment la création d'une agence de l'emploi, la création d'un ministère chargé de l'emploi des jeunes. Et toutes ces réformes vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans les résultats. Voilà ce que nous disons. Très bien. Nous n'avons pas fait juste un élément. Sur ces chiffres-là, pour l'emploi, on entend plusieurs cloches. Toi, tu dis 1 million dépassés. Bon, disons, vous dites, excusez, 1 million dépassés. Le Premier ministre ne dit pas ça. Même le président de la République ne donne pas ce chiffre que vous donnez. Il ne donne pas ce chiffre. Il suffit de l'écouter. Mais vous avez écouté, qu'est-ce qu'il a dit, madame? C'est vous, Touré Mamadou, qui donnez le chiffre de 1 million d'emplois dépassés. Mais je vous ramène. Mais le gouvernement n'a pas dit ça. Mais c'est ce que je dis. Vous allez nous faire la liste des structures qui ont accueilli ces jeunes à qui vous avez donné l'emploi. Et puis là, c'est clair. On veut une liste. Le président de la République. On veut une liste, monsieur. Oui, il n'y a aucun problème. Une liste des structures où vous avez cadré les jeunes. 1 million de jeunes. Pour qu'on puisse lutter une bonne fois pour toutes. Voilà, vous dites 1 million. Vous êtes membre du gouvernement. Madame, le Premier ministre, le président de la République, le Premier ministre, le président de la République ont une seule source d'information.
Et ces sources d'information, c'est l'enquête emploi qui a été validée. Vous allez laisser votre mail, on va vous envoyer ces informations-là. La dernière, si vous avez des informations contraires, donnez-nous ces informations. Oui, c'est ce que je dis. Et moi, j'attends la liste. Merci. La liste de quoi? Où vous avez cadré les 1 million casés, les 1 million de jeunes du Côte d'Ivoire. Dans notre administration, il y a un peu plus de 200 000 personnes qui ont été casées. Merci encore à M. Touré. Je sais que les questions sont nombreuses, mais je vais vous poser quand même une dernière question qui me taraude l'esprit depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez un seul élément fondamental à la faveur de Ouattara, qui milite en faveur de Ouattara? Est-ce que le leader reconnaît un seul fait positif chez Ouattara? C'est la dernière question. M. Touré ne réagira même pas. Ah, mais si, je vais réagir. Rien du tout, monsieur. Et j'insiste, c'est pour ça que nous sommes candidats. Rien du tout. Vous ne reconnaissez rien. Voilà, du et tout. on va le dire aux populations. Alors, si vous ne reconnaissez rien, on n'a plus rien à dire. Un petit mot, c'est pas pour répondre, hein. Juste un petit mot. D'abord, j'ai été heureux de participer à ce débat. Le mien aussi. Je déplore la qualité du débat parce que la personne que j'avais en face n'est pas à mesure de donner des éléments précis. Et cela mène à une réflexion beaucoup plus profonde. On peut être opposant et puis être crédible dans ce qu'on fait. Et le problème que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la crédibilité de certains opposants. Si vous étiez aussi crédible, on n'allait pas avoir des compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. À bientôt.